Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Donc on va commencer la table ronde sur le rapport entre les entrepreneurs et les entreprises. Donc je m'appelle Mathieu Vetter, je suis le cofondateur de Silexidé. On est une agence de veille et d'évangélisation sur les innovations de rupture. Donc on va dans le futur et on vient vous raconter comment c'est. Et j'ai également coécrit un bouquin qui s'appelle « Les startups expliquées à mon boss », donc sur la fameuse relation grand groupe startup. Super bouquin. Et on a 3 intervenants, 3 personnes qui travaillent avec des grands groupes, qui sont des entrepreneurs ou des intrapreneurs. Et on va essayer de détourer, de comprendre comment cette relation peut fonctionner, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et même pour être un peu honnête avec vous, pour moi, de ce que j'en ai vu jusqu'ici, ça a beaucoup été des outils de com', des outils pour faire bien, pour être à la mode, chacun a son incubateur, ils font des POC, ils font des MVP, ils font plein de choses, mais j'ai rien vu de vraiment concret derrière. Donc les gars, je vais vous challenger et vous allez me dire si c'est vrai ce ressenti ou si on peut réellement faire des choses avec des grands groupes. Et puis on va essayer d'éviter les langues de bois, essayer d'aller un peu en profondeur, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ce que je vous propose, c'est que je pose des questions à nos 3 intervenants, successivement, et puis après on prendra un petit temps pour avoir des questions dans le public, et voir aussi vos questions à vous, pour avoir un peu des retours d'expérience. Alors, on va commencer. Bernard, peut-être un petit mot pour te présenter, pour présenter ta société ? Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc Bernard Chaud, je suis directeur de la stratégie industrielle chez Global Bioénergie, donc qui est une start-up que j'ai rejoint en 2015 et avant j'ai eu un parcours dans des grands groupes justement. Global Bioénergie, c'est une société de biologie industrielle qui apprend à des micro-organismes, des bactéries, à transformer les sucres qu'on trouve dans les végétaux d'origine forestière ou agricole. Donc les sucres, c'est des glucoses, des saccharoses, des xyloses, des arabinoses, tout ce genre de choses, en un gaz qui a 4 atomes de carbone, comme le butane. Un gaz qui peut être utilisé soit en l'état, par exemple pour aller dans les bouteilles de butagaz, ou pour être transformé pour des applications chimiques, et qui peut aussi être converti sur place, par exemple pour faire des carburants d'origine renouvelable pour les voitures à essence ou pour les avions. Voilà en 2 mots ma présentation. Aujourd'hui, votre produit, comment il fonctionne ? Là, on a compris le procédé, mais aujourd'hui, quel est le produit que vous vendez ? Donc aujourd'hui, nous, on cherche à vendre une licence pour transformer tout type de sucre dans ce gaz isobutène. Et les gens qui achètent la licence vont pouvoir faire avec ce qu'ils veulent, soit des dérivés chimiques, soit des essences, soit des kérosènes, soit l'utiliser dans des bouteilles de gaz. Okay. Et aujourd'hui, vous travaillez avec des grands groupes, notamment avec Butagaz. Qu'est-ce que vous faites avec eux aujourd'hui ? Quelle est la relation qui est mise en place avec eux ? Sous quelle forme elle a ? Alors, très précisément, nous, on a des relations qui nous permettent, avec différents groupes comme Butagaz, qui nous permettent de tester la qualité de notre produit par rapport à ses applications. Donc, il y a des aspects très qualitatifs qui nous permettent de mettre au point dans les détails notre produit, qui nous permettent aussi de tester la réponse du marché par rapport à l'appétit vis-à-vis de notre produit. Et puis, c'est vrai aussi, tout à l'heure, tu faisais référence à la communication, ça nous apporte aussi de la crédibilité. Et je crois que c'est un petit peu partagé, la visibilité entre le grand groupe et la start-up. Qu'est-ce qui vous a amené à aller travailler avec un grand groupe ? Il y a certaines start-up, ils ne veulent pas se rapprocher de grands groupes parce qu'ils ont peur de se faire cannibaliser, ils ont peur de se faire piquer leur propriété intellectuelle. Donc ils préfèrent faire leur route eux-mêmes, grandir, aller chercher de l'argent auprès de VC et rester indépendants. Toi, dans votre start-up, pourquoi vous êtes rapproché d'un grand groupe ? Donc nous, on reste quand même indépendants. On se rapproche quand même de grands groupes tout en restant indépendants. Les grands groupes, nous, dans notre secteur, ça peut dépendre des secteurs, mais nous, dans notre secteur, les grands groupes, c'est quand même la vraie vie. C'est la réalité du marché, c'est la réalité industrielle. Et nous, on cherche à se confronter à cette vraie vie, à cette réalité industrielle. Et puis au final, notre procédé, notre licence, ça débouche sur de la grosse industrie
et c'est toujours quand même un peu par les grands groupes que ça passe. Alors, quand on a préparé cette table ronde, je vous ai demandé de réfléchir sur des échecs que vous avez pu avoir dans cette relation, des râteaux que vous avez pu vous prendre, mais d'essayer de prendre cette relation par l'autre bout, de dire ok, qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi ça n'a pas marché, comment vous avez fait pour que ça a marché dans un second temps. Bah, moi j'ai un peu la double vue du grand groupe qui était dragué par des startups et la vue de la startup qui va draguer des grands groupes. Je pense que l'expression râteau, elle peut nous ramener un petit peu à l'image des relations personnelles, hein, hommes-femmes. Je dirais que les coups de foudre, c'est rare. Et la plupart du temps, c'est quand même pour faire des affaires que ça peut fonctionner. Donc effectivement, des râteaux recherche du coup de foudre, bah, on en a ramassé, c'est sûr. Et après, il reste quand même la possibilité de faire des affaires, faire du vrai business. Donc je dirais, c'est avec Butagaz, on a pris un râteau coup de foudre, mais on a conclu faire des affaires de façon pragmatique. Qu'est-ce que vous attendiez de Butagaz au début ? Assez souvent, quand on parle de coup de foudre, c'est la bague, quoi. C'est vraiment la bague, la dot, etc. Quoi, hein. C'était la dot. Oui, voilà. Donc là-dessus, des coups de foudre, il n'y en a pas tout le temps et c'est pas toujours. Et puis c'est pas avec beaucoup non plus. Hein, voilà. D'après toi, comment on doit faire pour bien collaborer entre un grand groupe et un entrepreneur ? Quelles sont les précautions qu'il faut prendre ? Quels sont les pièges à éviter ? Je crois qu'il faut les pièges à éviter, c'est les non-dits, c'est les incompréhensions. Je crois qu'il faut être assez cash, il faut être assez clair, il faut que chacun sache ce qu'il veut, il faut que chacun comprenne ce qu'il peut attendre de l'autre. Il ne faut pas partir dans des aventures où on croit que, et puis en fait, c'est pas ça. Donc, nous, ça nous est arrivé avec un autre grand groupe dont je ne citerai pas le nom. Et en fait, ils cherchaient plus particulièrement à comprendre ce qu'on faisait, où on en était. Ça relevait plus de l'espionnage industriel. Et donc, voilà, maintenant, on lui a dit clairement, nous, maintenant, on ne dit plus rien. Si vous ne voulez pas vous marier avec nous, c'est du business, point barre, quoi. Donc il y a une précaution à avoir. Certains grands groupes viennent pour piquer de l'IP, ou du moins pour s'en inspirer. Donc il y a une précaution à avoir pour avoir une relation honnête. Exactement, c'est ça. Faut aller dans la relation honnête et puis il faut dire cash ce qu'on cherche. Et puis si on vous répond cash que c'est pas ça, mais qu'on vous fait une contre-proposition, faut l'évaluer. Nous, Butagaz nous a fait une contre-proposition, on l'a évalué, puis on y a trouvé notre intérêt. Quand on a préparé cette table ronde, tu avais évoqué aussi la temporalité, qui me paraît un point essentiel. Les entrepreneurs et les grands groupes ne sont pas sur la même temporalité. Ah oui, ça peut poser problème. Oui, ça c'est sûr. Alors bon, je sais pas, c'est peut-être pas le cas de tous les entrepreneurs, mais faire décoller une start-up, c'est pas tout de suite qu'on peut avoir vraiment la grande victoire. On a besoin de micro-victoires, de victoires intermédiaires. Moi, pour avoir vécu dans un grand groupe, je sais qu'on fait des plans à 3 ans, mais la 3e année, c'est déjà l'infinité. Donc, quand on ne voit pas quelque chose qui peut atterrir dans 1 ou 2 ans, on reste très circonspect, très dubitatif. Je parle d'un grand groupe. La boîte qui décolle, elle peut avoir envie d'être accompagnée, alors que sa grande victoire, elle l'aura peut-être que dans 4-5 ans. Donc, c'est un petit peu ça qui va être une source d'incompréhension. Et là où on peut trouver un terrain d'entente, c'est autour de ce que j'appelle les micro-victoires qui permettent de faire au moins un bout de chemin ensemble, voire après, quand tout va bien. L'histoire nous a montré aussi qu'il y avait des gens avec qui on ne pouvait rien faire, avec qui on a fait un projet européen avec un grand public. Et puis, à force de se connaître, on voit qu'on va peut-être regarder des choses plus sérieusement ensemble. Bien. Merci Bernard. Arnaud, on va se prêter au même exercice. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ta société, The Keys ? Donc moi, Arnaud Decherf, je suis le fondateur de The Keys. The Keys, c'est très simple, on ouvre des portes, des portails, des barrières, des casiers avec un téléphone portable en Bluetooth.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir Internet pour ouvrir la porte et il faut juste être muni de son téléphone. Le principe, c'est quand on est chez soi, de pouvoir partager les accès avec un tiers sans avoir à laisser des clés. Et on va y venir quand on est dans le cas de but à gaz, de pouvoir acheter, géolocaliser une bouteille chez soi et d'aller la chercher. C'est ma seconde question. Et Donc je pose quand même ma question, il faut que j'ai une utilité. Donc, quelle est votre relation avec un grand groupe, et notamment avec Butagaz? Alors avec Butagaz, elle est double. Nous, contrairement à M. Chaud, on a grandi avec Butagaz. Ça fait très longtemps qu'on les connaissait, qu'on était encore freelance. Et depuis, on a monté une société. Et puis ensuite, on leur a proposé de les accompagner sur la partie Butagaz 24, c'est-à-dire le self-service. Parce que Butagaz était confronté à du self-service dans les stations-service. Par exemple, si on prend le groupe Esso, il n'y a plus de pompistes. Et donc, c'était des endroits où vous ne pouvez plus forcément être avec une offre de gaz en bouteille. Et du coup, se poser la question de la possibilité pour les clients d'aller se servir eux-mêmes pendant et hors plage d'ouverture. Et donc, on est arrivé, nous, avec cette possibilité de faire l'achat déporté sur le web, sur le téléphone ou sur une borne, et de pouvoir ouvrir la serrure dans le casier dans lequel il y a une bouteille avec son téléphone ou avec la borne. Donc ça, c'est le premier point qu'on fait avec Butagaz, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, Butagaz est client de The Keys, et nous, on fournit une prestation et on fournit des serrures. Mais avec Butagaz, on a adhéré d'emblée au Startup Programme parce qu'on avait en tête que le Graal dans le domaine de la serrurerie, c'est quand même la serrure de porte palière, c'est la serrure qui vous permet d'accéder chez vous. On en a parlé très tôt à Butagaz. Ils ont trouvé l'idée sympa, cohérente avec ce qu'ils voulaient faire dans leur Startup Programme Zagatube. Et ils nous ont enrôlés dès la première promotion. Et dans notre cas, clairement, là, on est sur une aide à la fois financière, mais aussi industrielle, parce qu'on partait vraiment de zéro sur ces projets-là. La question est la même. Pourquoi, quand tu es entrepreneur, aller t'encombrer d'un grand groupe qui n'a pas la même temporalité, comme a dit Bernard, qui ne parle pas forcément la même langue, qui peut éventuellement te ralentir, avoir des lourdeurs administratives et autres. Donc pourquoi aller voir Butagaz? Alors, ralentir, moi dans mon cas, on ne ferait jamais un projet pareil avec un déploiement national sur une offre aussi grand public sans avoir en face un groupe qui en a besoin. Et un groupe qui est au niveau national, c'est forcément un grand groupe. J'ai envie de dire, c'est assez magique. J'ai beaucoup de collègues dans le domaine de la serrurerie, du contrôle d'accès, qui bavent devant nous en voyant le projet qu'on a eu avec Butagaz. C'est exceptionnel. Normalement, une boîte, pour en arriver sur des projets comme ça, il faut qu'elle ait 10-15 ans de vie. Dans notre cas, ça a été un accélérateur. Ça n'a pas du tout été un ralentissement. J'ai envie de dire, on a même été obligé de se remettre en question pour aller plus vite et faire mieux et se mettre à jour pour être à la hauteur de ce projet. Alors la question, quels sont les échecs que vous avez eus dans cette relation avec un groupe, que ce soit avec Butagaz ou avec un autre? Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché? Alors, avec nous, Butagaz a été très prudent. Déjà, sur le projet Butagaz 24 de self-service, Butagaz lui-même était dans une forme d'expérimentation. Donc il y avait d'abord une phase de pilote dans laquelle la partie erreur, la partie imprévue faisait partie du jeu. Et cette phase pilote, elle s'est étendue sur 18 mois. Donc ça nous a vraiment permis de progresser en même temps qu'eux. Parce que c'est vrai que c'est bien beau la technologie, derrière il faut qu'elle soit comprise par l'utilisateur, etc. Et donc Butagaz avait aussi un énorme travail de son côté et il y avait beaucoup d'incertitudes. Donc c'est vrai qu'il y a eu une prudence mutuelle dans le démarrage de la relation qui fait aussi qu'on a bien pointé les risques avant. Et par exemple la serrure qu'on déploie sur le Butagaz 24, c'est une serrure solaire avec un mini panneau solaire qui fait 4 cm par 4 cm. Et en amont de ce projet, tout le monde était sceptique de savoir si ça allait durer dans le temps. Donc là, aujourd'hui, avec 2 ans et demi, 3 ans d'expérience, on voit que ça tient dans le temps. Mais c'est vrai qu'il
il y avait tellement d'incertitudes sur un projet comme ça, il y avait tellement finalement de raisons que ça ne marche pas qu'au final ça a fonctionné parce que tout le monde a été très prudent. Sur l'autre projet sur lequel on est parti peut-être un peu trop confiant, c'est-à-dire la porte palière, parce qu'après tout, ouvrir une porte, c'est avoir un moteur qui fait des tours jusqu'à ce que la porte soit ouverte ou fermée. Là, on a eu effectivement des échecs parce qu'on a eu énormément de mal à mettre au point le produit, avec beaucoup de casse-moteurs, enfin avec beaucoup de choses pour le coup qu'on avait sous-estimées. Et là, on aurait pu effectivement se prendre une claque de la part du grand groupe qui investit de l'argent quand même et du temps pour lancer un succès. Et on a trouvé du soutien à un moment où peut-être on ne le méritait pas. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup touché à l'époque. C'est pas un échec, ça, c'est une déclaration d'amour. Non, alors moi c'est sûr que Butagaz, comme je vous ai dit, je grandis avec eux. Quand ils m'ont connu, j'étais encore presque bébé, donc c'est pas le bon exemple si vous voulez parler d'un échec avec un grand groupe. Avec d'autres grands groupes, on a pu connaître des échecs parce qu'effectivement la question de la temporalité, elle est importante. Par exemple, on a fait dans le domaine du péage une solution où j'ai le téléphone dans la poche et j'arrive devant la barrière, ça remplace le télépéage. Là, c'est vrai qu'on est face à des choses qui nous dépassent en tant que start-up. Il y a déjà des syndicats qui sont très forts et qui défendent le télépéage et donc qui sont contre un peu ces nouvelles technologies qui arrivent. On est face au législateur et le législateur ne s'adapte pas à la start-up. Donc, par exemple, sur un péage, aujourd'hui, si vous ne pouvez pas mettre une voie réservée au téléphone portable, parce que si vous vouliez mettre un petit icône téléphone portable, vous êtes obligé de passer par vos députés, par le législateur, pour ajouter ça au code de la route. Alors vous imaginez bien qu'une petite start-up, elle ne va pas se mettre à faire du lobbying pour qu'on ajoute un petit icône. Donc c'est vrai que tout à coup, on est face à des procédures, à des complexités aussi de déploiement, parce que les tests sur le péage, c'est étonnant, mais on fait les tests dans la vraie vie. On n'a pas un circuit sur lequel on peut faire du test. Donc voilà, c'est des projets qui sont peut-être plus compliqués pour une start-up parce que l'attente du client est celle que pourrait offrir un grand groupe et pas une start-up. En conclusion, quelles sont pour toi les clés de succès dans cette relation grand groupe start-up? Qu'est-ce qui fait que la collaboration va fonctionner? Alors déjà, le premier pas, c'est que le groupe il est toujours en attente d'une technologie qu'il ne possède pas. Donc ça part toujours d'une forme de dette de technologie et c'est ce que la start-up apporte. Donc c'est vrai que la première phase de la rencontre, elle est toujours un peu magique parce que nous, on arrive avec le côté putain, la porte s'ouvre, c'est beau. Mais après, dans la relation, c'est vrai qu'il faut que la start-up soit pas trop naïve sur ce qu'elle va vraiment pouvoir apporter au grand groupe. Et il faut que le grand groupe s'attende à grandir avec la start-up. Il faut apprendre à se connaître. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir des latences de la part de la start-up que le grand groupe ne comprend pas. Et le contraire aussi. C'est-à-dire qu'une start-up, elle ne peut pas attendre 6 mois avant de toucher son premier chèque. Parce que 6 mois de salaire, c'est énorme quand on n'a pas encore un roulement et une trésorerie. Merci. Je vous en prie. David, à ton tour. Alors David, tu as un cas un petit peu différent de nos deux autres compagnons. Tu es intrapreneur chez Butagaz, donc tu as fait un demi-pas de côté. Tu n'es pas complètement devenu entrepreneur, mais tu n'as pas complètement lâché non plus le grand groupe. Donc si tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais. Oui, bonjour David. Donc moi je suis là en fait avec deux casquettes. Je suis un peu schizo puisque je suis effectivement salarié Butagaz. J'ai participé à monter Zagatube, donc l'accélérateur de start-up dont on parle depuis tout à l'heure, qui a accueilli Arnaud effectivement dans la première promo. Donc je côtoyais des entrepreneurs, des gens qui ont mis leur trip sur la table pour monter leur boîte. Zagatube a fait son possible pour accélérer ces entreprises-là. Et maintenant, je suis passé de l'autre côté, enfin effectivement à moitié de l'autre côté, encore une jambe de chaque côté. Maintenant, j'ai monté une business unit à la demande du président, mais en mode start-up, en disant tiens, tu as 4 mois pour monter une activité, alors qui n'est pas tech du tout, qui est la distribution de granulés de bois. Donc c'est un produit qui est à base de sciure de bois. On comprime cette sciure dans des grosses usines bien physiques. On met ça en sac et on vend ça à des particuliers ou des petites entreprises pour le chauffage.
Donc le produit était intéressant pour moi qui baigne dans l'énergie depuis toujours. Et le challenge était très très attractif. Pourquoi tu as accepté le challenge de le faire dans un grand groupe et pas aller monter ta propre boîte à côté puisque tu avais Alors la pétoche, hein, alors c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui me tente depuis très très longtemps. Je ne vais pas faire le divan et le psy, mais c'est vrai qu'il faut avoir envie hein, d'être entrepreneur, de prendre des risques tout seul. Moi j'admire ces gens qui quittent tout, qui mettent leur pognon, qui prennent des gros risques familiaux, etc. pour monter leur boîte. Moi je ne suis pas encore là. Cette proposition était vraiment intéressante puisque on a la sécurité de la grosse boîte, on a les moyens de la grosse boîte, mais en essayant d'avoir un esprit de start-upper. Donc c'est un début. Ma carrière, elle est bien avancée déjà. Je suis presque à la retraite, mais peut-être que dans les 15-20 ans qui viennent, j'aurai ma boîte. C'est une ambition, c'est sûr. Après, il faut les opportunités. Mais c'est effectivement une première façon de franchir le pas. Toi qui es à l'intérieur, qui entreprend de l'intérieur, est-ce que tu as eu des difficultés avec Butagaz, des choses à mettre en place et tu t'es dit tiens là je vais pas galérer là-dessus et finalement tu as galéré? Est-ce qu'il y a Oui, alors comme j'ai dit, j'ai la double casquette, je suis encore salarié Butagaz, donc je ne vais pas non plus tout casser, mais enfin pas de langue de bois, et c'est vrai que les difficultés, elles sont apparues pas forcément là où je pensais. En fait, il y a deux types de difficultés. Il y a une certaine espèce de crédibilité à acquérir en interne, parce que monter une petite business unit dans une boîte qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, ben, on n'a pas tout de suite une visibilité énorme. Hein, alors on est une petite boîte, donc on se connaît bien. Dans le cadre de Zagatube, voilà, on a vu beaucoup de gens dans l'entreprise, donc on est connu, mais en tant que business, ben, on a un petit peu de mal à trouver sa place. Et notamment, quand on a à travailler avec des prestataires, on n'a pas la priorité sur certaines actions qu'on voudrait monter rapidement. Donc on prend plus de temps qu'un entrepreneur indépendant peut changer d'un prestataire à l'autre si ça ne lui plaît pas rapidement, il fait ce qu'il veut. Moi j'ai un peu les mains liées à sur certaines prestations. Mais c'est pas grave. On fait avec, il faut vivre avec. Et puis vraiment des grosses difficultés que j'ai, mais qui est peut-être pas lié à Butagaz, c'est vraiment dans ce qu'on trouve dans l'acquisition client. Parce que moi, ça m'inspirait des techniques que les entrepreneurs dont ils me parlaient, le growth hacking. C'est génial, le growth hacking. Je me disais, on va tout péter, on va acquérir des clients, parce qu'on fait du e-commerce en fait. Hein. Et on s'est dit, on va s'inspirer de techniques de start-up. Et puis en fait, on se rend compte que cette technique, growth hacking, elle est un peu borderline en termes réglementaires. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi dans une boîte structurée avec des juristes qui contrôlent tout ce que tu fais. Donc ça prend plus de temps que ce qu'on pourrait faire d'autres. En une phrase, pour toi, quelles sont les clés de succès pour la relation grand groupe start-up? La confiance. La confiance, la bienveillance des deux parts. Enfin, surtout du grand groupe vis-à-vis de la start-up, c'est de la bienveillance. Elle n'est pas là, on l'a dit avec Bernard, pour lui piquer son IP. Elle n'est pas là pour lui piquer des ressources ou du temps pour rien. Et voilà, du temps passé pour rien derrière. Donc, et la confiance, il faut que la start-up aussi ait confiance dans le grand groupe en disant je peux faire quelque chose, je peux construire quelque chose avec cette boîte et je vais investir dedans aussi. Merci pour ces éclairages. On va prendre quelques questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Puis après, on fera une petite conclusion. Ça ne vous inspire pas? Là-bas. Une hôtesse qui arrive en courant avec le micro. Merci. Bonjour. Je me demandais quel était le lien entre le programme d'accélération de start-up et l'intrapreneuriat chez Butagaz. Très bonne question. David, plus? Oui, bonne question, oui. Donc Zagatube a monté maintenant dans le cadre du programme d'innovation globale de Butagaz
des équipes d'intrapreneurs qui ont des dossiers à monter en 3-4 mois, qui sont animés peut-être même par monsieur, et qui voilà, ont pour objectif d'aller jusqu'au bout du concept, conception, faisabilité, modèle économique, et pourquoi pas mener finalement un truc qui se met en place dans la boîte ou en marge de la boîte. Donc vous avez des programmes avec des startups externes que vous avez accompagnés en créant de la confiance, en apportant des ressources que vous pouvez avoir comme des réseaux de distribution, et un programme intrapreneur où vous allez accompagner des équipes sur les méthodes d'entrepreneuriat. Voilà. Alors il faut faire gaffe parce qu'on est quand même une toute petite boîte, on est 370 personnes. Ça grossit en ce moment, mais on est quand même des effectifs limités. Et de faire des programmes d'intrapreneuriat, ça peut mettre en danger certaines lignes de business, puisque à si peu de monde, il y a quand même des métiers en tension. Donc il faut être prudent sur ces initiatives quand même. D'autres questions ? C'est encore une question pour David. Je voulais savoir justement à quelle vitesse les différentes mini-boîtes ou petites startups dans le groupe, si ça allait plus vite que si c'était à l'extérieur en fait. On commence juste, donc le retour d'expérience, il est pas évident à donner maintenant. Ça a démarré, Olivier, au début janvier là. Ouais, donc je vous dirai ça dans 3 mois. Mais en tout cas, le temps qui est alloué à ces projets-là est très court, en tout cas. Parce qu'on a besoin d'aller vite il y a 3 mois de projet. Une question là-bas. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Je voulais poser une question un peu globale pour vous trois. Je voulais savoir si comment s'est passée la gestion de la relation, dans tous les cas, pour établir la bienveillance et la confiance. Est-ce que ça passe par beaucoup de dialogue? Est-ce que vous avez partagé les doutes? Est-ce que, voilà, humainement? Très bonne question. Dans mon cas, la confiance était déjà là. On se connaissait bien. Mais effectivement, il vaut mieux déclarer les problèmes très tôt quand on les apprend. Pas forcément trop tôt parce que des fois, après analyse, on se rend compte que c'était pas si grave que ça et ça sert à rien de stresser tout le monde. Mais c'est vrai que quand surgit un problème, qu'on le sait, il faut le dire tout de suite. Si c'est une question globale, c'est pour moi alors. Oui, en fait, c'est quand même des relations très très personnelles entre des dirigeants. Nous, dans notre cas, on a parlé, c'est notre président qui a parlé avec le président de Butagaz. Et ils se sont dit les choses, cash, oui, non. On a écrit des choses pour se comprendre en français de ce qu'on voulait faire. On est allé voir les juristes le plus tard possible, quand on était d'accord. Et puis, on les a un petit peu brusqués. Voilà. Parce que si on commence par parler en langage juridique dès le début, c'est mort. Hein, faut oublier. Quand on en est à travailler les virgules, là, ça va pas. Voilà. Non, c'est la confiance personnelle. Hein. Ouais, juste pour compléter, il faut amener des preuves, en fait, de la bienveillance, de la confiance. Ça se gagne. Il faut apporter des preuves qu'on fait des choses pour les aider sans qu'il y ait de contrepartie à demander, pécuniaire, etc. Donc c'était un travail de l'accélérateur, effectivement, de proposer des actions sans contrepartie pour que les startups se sentent bien avec nous et aient envie de travailler de façon amicale, etc. Et ensuite, on passe, s'il y a besoin, dans des discussions un peu plus financières, d'investissement, etc. On n'a plus le temps d'autres questions. N'hésitez pas à les croiser dans l'événement, allez les voir, allez leur poser les questions directement, que ce soit nos 3 intervenants ou même les gens de Butagaz, ils ont des badges. Donc n'hésitez pas à aller leur poser des questions. En conclusion, merci d'être venu nous donner votre témoignage. En réalité, je suis assez convaincu, je suis même très convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire entre un grand groupe et une start-up, entre une entreprise et des entrepreneurs. Je pense qu'en revanche, il y a des vraies clés de succès à avoir en tête. Vous les avez évoquées.
de bien comprendre la temporalité des deux espèces, qui sont deux espèces différentes, qui ne se comprennent pas naturellement. Donc il faut s'appréhender, se comprendre, s'apprivoiser. Donc la temporalité où le succès pour un entrepreneur sera dans longtemps, mais elle a une nécessité financière à court terme, alors qu'un grand groupe ronronne un peu plus, s'en sort un peu plus. Je crois que le grand mot aussi qui est ressorti, c'est la confiance, qu'il faut se construire une confiance mutuelle, que ça prend du temps, qu'il faut des preuves. Il faut aussi comprendre ces échelles. Vous avez tous des échelles différentes, avec des rapports de force différents, avec des attentes différentes, mais que quand les deux espèces, les deux entreprises, les deux formes se comprennent, se respectent et se font confiance, je crois qu'il y a beaucoup de choses, de belles choses qui peuvent être faites, et vous en êtes le témoignage tous les trois, et je vous remercie. Merci à vous.